Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce live du mercredi 11 avril 2018. Nous allons parler d'un sujet sensible, très sensible, un sujet d'actualité. Nous allons parler avec un spécialiste, en fait, j'ai envie de dire un confrère, que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, même si vous ne le connaissez pas. En tout cas, il est bien connu, il s'appelle Jacky Moafou. Il est journaliste, présentateur, chanteur, acteur, réalisateur et il a réalisé il y a quelque temps un film que je vous recommande. Il s'agit de Charles Tchoréré, un Africain face aux nazis. Mais là, avec lui, nous allons parler de son livre, son premier livre. Ils ont vendu mon frère ou le douloureux chemin de l'immigration. Alors, c'est un livre écrit avec Yannick Nambo, qui est consultant pour les questions de jeunesse, d'éducation populaire et de communication. Et puis, celui qui a préfacé ce livre est Max Mathiazin. Il est député de la Guadeloupe. C'est ce député qui a prononcé un discours poignant à l'Assemblée nationale en novembre 2007, un discours qui a marqué les esprits. Et donc, nous allons parler de tout cela avec Jacky Moafou. Jacky, bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi, Jenny? Ça va. Alors, je voudrais, avant que nous abordions cette question de l'immigration et de l'esclavage, qu'on marque une minute de silence pour toutes ces personnes qui sont encore dans les griffes de l'esclavage et notamment de ton frère dont tu n'as aucune nouvelle. Donc, on va marquer une minute de silence pour toutes ces personnes. Voilà. Merci Jacky. Encore une fois, honoré d'être en ta présence aujourd'hui pour aborder cette question difficile qui te touche dans ta chair, qui nous touche, nous, en tant qu'Africains, et qui a fait l'actualité suite à un documentaire paru sur CNN qui montrait cette nouvelle face de l'esclavage moderne. Alors, on a vu des images horribles, insoutenables. Alors, il y a eu une mobilisation, on va dire, africaine en France. Je ne sais pas si elle a porté ses fruits. Nous allons en parler, mais on va plus rentrer dans ton livre. Donc, le livre s'appelle « Ils ont vendu mon frère » ou « Le douloureux chemin de l'immigration ». Alors, est-ce que, pour commencer, Jacky, c'est une histoire vraie? Est-ce que ton frère… Oui. Mon petit frère, le dernier de la fratrie, Félix, qui naquit en 1984, eh bien, esclave en Libye. Et ces images de CNN sont venues un peu secouer tout ce que j'avais dans la tête et m'ont fait comprendre que je ne pouvais plus me taire, je ne devais pas avoir honte d'être une victime directe, je devrais m'exprimer. Et c'est comme ça que Yannick Nambo et moi avons décidé d'écrire ce livre édité chez Fauve. Fauve est un petit groupe de Michelon à Paris. Voilà, donc c'est une réalité. Je suis directement… Alors, tu parles concerné. Pourquoi tu parles de honte, dis-moi? Pardon? Pourquoi tu parles de honte? Est-ce qu'on est honteux parce qu'on a un frère qui migre de cette façon-là? On a honte pourquoi? À un certain moment, on plonge dans le déni. J'ai plongé dans le déni. Je ne veux pas dire on. J'ai plongé dans le déni quand j'ai su que mon petit frère était esclave en Libye. J'ai reçu les photos que je n'ai pas osé montrer à mon entourage. Je ne sais pas si c'était une honte ou un déni, mais j'étais confus. J'étais confus, tout simplement. Ouais. Alors, tu n'as pas de ces nouvelles?
Depuis le mois de juillet dernier, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas où chercher. C'est d'où l'écriture de ces livres qui me permettrait de passer dans les médias comme le tien et bien d'autres, sensibiliser sur la cause afin que quelqu'un qui l'aurait croisé nous donne des nouvelles. Oui, j'ai des Alors, nouvelles. est-ce que tu pourrais lire un extrait de ton livre? Est-ce que tu pourrais nous partager un extrait de ton livre? Je vais prendre comme ça tout hasard. Il y en a que j'ai souligné. N'est-ce pas une évidence? N'est-ce pas facile? N'est-ce pas dramatique de constater ce choix de facilité? S'opposer avec sincérité, certes, mais s'opposer à un phénomène que tout être humain normalement constitué ne peut que vomir. Oui, tout être humain bien constitué ne peut que vomir ce que nous vivons à travers l'esclavage en Libye. Oui. Quel humain accepte qu'on vende d'autres êtres humains? Comment on peut expliquer ce phénomène? Pourquoi ton frère est camerounais, parce que tu es camerounais d'origine? Comment expliquer ce phénomène? Comment ça se passe justement quand au sein d'une fratrie, on constate que le petit frère a disparu? Peut-être que, est-ce que c'était dans ses projets? Est-ce qu'il t'a informé de sa volonté de venir, je sais pas d'ailleurs où est-ce qu'il venait? Est-ce qu'on sait en fait comment naît ce besoin de quitter le pays? Est-ce que les parents sont informés? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Les parents biologiques n'étant plus vivants et moi étant l'aîné, je suis un peu le père. Alors, j'étais au Cameroun il y a 2 ans. J'ai rencontré Félix, nous avons dîné ensemble, nous avons discuté de choses et d'autres, mais à aucun moment il m'a fait part de sa volonté de partir. À aucun moment. Alors, un jour, je suis assis chez moi à Paris. Je suis informé par un réseau social, ma petite soeur m'informe que Félix a disparu. On ne le voit plus, on ne l'entend plus. Alors, on se met à chercher, je cherche, tout le monde cherche, et un jour, on découvre qu'il est quelque part en Libye. Il donne des nouvelles lorsque ces personnes que je n'ose même pas qualifier, hein, ces vendeurs, ces commissaires priseurs, demandent une rançon, ils demandent la rançon. Et de peur qu'on ne monte les enchères, on évite de faire savoir à ces personnes qu'il y a un frère en Europe dont moi. Donc ça se passe avec les membres de la famille au pays et par un autre truchement, je suis informé. Et l'argent est envoyé par les membres de la famille au Cameroun. Mais visiblement, ça n'aurait pas suffi. Et après, on perd ses traces. Oui. A-t-il pu traverser? J'en sais rien. Est-il au fond de la mer? J'en sais rien. Est-il dans le ventre d'une baleine? J'en sais rien. Est-il toujours dans une prison en Libye? J'en sais rien. A-t-il quitté la Libye et est dans un pays voisin? J'en sais rien. Donc, j'essaie de comprendre. Donc, tu vas au pays il y a quelque temps. Tu vois ton frère. Il s'appelle Félix. Félix. Et il ne te parle pas de son projet de venir te rejoindre. Il voulait venir en France? Il ne m'a pas parlé de ses projets. D'ailleurs, je le dis dans le livre. Hein, je le dis dans le livre. Il ne m'a jamais fait part de ses projets de partie du Cameroun en 2016. Non, il ne me l'a jamais dit. Jamais. Oui. Bon, en général, pourquoi les jeunes, pourquoi ce désir de quitter le continent? C'est vrai qu'on connaît les raisons, hein, l'instabilité politique, la question du chômage, essentiellement, et puis aussi cet attrait pour l'Europe, pour l'Occident. C'est sûr que ça joue comme un aimant. Mais quelle était sa situation au pays? Félix travaillait, qu'est-ce qu'il faisait? Félix est mécanicien de formation. En 2008, il avait souhaité être mécanicien et je l'avais fait recruter pour formation dans le meilleur garage de l'époque à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le niveau requis pour entrer dans ce garage était un niveau bac. Il n'a pas le bac, mais j'ai fait tout ce que je peux faire pour qu'on l'y prenne. Félix s'est dépanné des grosses cylindrées. Donc, la mécanique qu'il a appris, j'y pourrais la pratiquer en Occident car
c'est avec des machines qu'on utilise dans ce garage-là, sont les mêmes qu'on retrouve en Europe. Donc, c'est un mec, c'est quelqu'un qui a une qualification. C'est quelqu'un qui a un métier dans les mains. Pourquoi a-t-il voulu quitter le Cameroun? Peut-être parce que ce pays, tout comme d'autres pays d'Afrique francophone, et même au-delà, ne permettent plus aux jeunes de rêver. Il faut comprendre, comme je le dis dans le livre d'ailleurs, lorsqu'on naquit il y a de cela 30 ans et on n'a connu qu'un seul chef d'État en 30 ans, parfois on a envie de connaître, d'entendre un autre discours, de voir autre chose. Lorsque la situation sociopolitique se dégrade au jour le jour, sous tous les regards, à un certain moment, on a envie d'aller voir ailleurs. Je vais, comme je le dis dans le livre, prendre un exemple sur moi. Pourquoi j'avais un jour décidé de quitter le Cameroun? Tout simplement parce que je ne me sentais pas libre, je ne me sentais pas en paix au Cameroun. J'ai dû partir aussi un jour prenant un bateau qui m'a pas amené en Libye, qui m'a pas fait partie de Libye pour l'Italie, mais qui m'a d'abord fait transiter par ton pays, le Gabon, avant de mettre le cap sur la France un jour. Pourquoi je suis parti? Parce que ceux qui gouvernent ce pays, qui malheureusement n'est plus le mien, étant donné qu'un double nationalité n'appartient qu'aux footballeurs et aux politiciens, j'ai quitté ce pays-là parce que je ne pouvais plus vivre, je n'avais pas de liberté, je ne pouvais pas m'exprimer, j'étais brimé. Et le fait d'être bamileke n'arrangeait rien au Cameroun. Oui, d'accord. Alors ça, c'est un gros sujet. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est pourquoi certains restent malgré tout. Ils restent. Et pourquoi d'autres veulent partir? C'est ça la question. Parce que tout ce que tu dis là, c'est vrai. Ça fait des années que Paul Biya est au pouvoir. Ça fait des années que, je cite l'expression d'un Camerounais qui travaille à la Banque mondiale, le Cameroun, c'est une prison à ciel ouvert. Mais pourquoi il y en a qui restent et pourquoi il y en a qui partent? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en Europe, il y a une montée des populismes. La France dit trop, c'est trop. Enfin, la France, notamment, là où nous vivons actuellement, elle est dépassée par cette question. L'Europe aussi. Bon, ben, oui, mon pays est dépassé par cette question-là. Il ne faut pas dire la France. Moi, je suis français. Malheureusement, on en déplaise à certains. C'est pas moi qui ai fait en sorte qu'il n'existe pas de double nationalité pour tous au Cameroun. Au contraire, je suis de ceux qui militent pour que chaque enfant né au Cameroun ait un autre passeport, même s'il a prévalu d'une autre nationalité. Bon, pourquoi la France aujourd'hui crie au loup? La situation en Afrique francophone ne tombe pas du ciel. Nous, mon pays a contribué et a même fortement installé cette situation-là. Comment expliquer qu'en France, depuis 1982, j'ai vu passer François Mitterrand, j'ai vu Jacques Chirac passer, Nicolas Sarkozy, François Hollande, maintenant sont Macron. 5 chefs d'État en 36 ans. Au Cameroun, en 36 ans, je n'ai vu qu'un seul. Comment peut-on adouber des personnes qu'on met à la tête de certains pays au nom de nos intérêts, nous, Français? Comment peut-on interdire à ces jeunes, à ces pays, aux jeunes de ces pays-là de rêver? Comment peut-on tous les jours accepter les gabégies qui sont installés dans ces pays-là? Je vais te confier, Eugénie, aujourd'hui, quand je vais au Cameroun, j'aime ce pays-là. J'y naquis d'ailleurs. La première semaine, c'est bien, mais dès la deuxième, je m'ennuie. Les mentalités, le manque d'infrastructures, bref, il faut tout refaire dans ce pays. Et c'est pas que le Cameroun, je stigmatise pas le Cameroun, c'est général. Tu sais que j'ai des liens forts avec ton pays, le Gabon. J'y vais régulièrement. Mais c'est le même phénomène partout. Quand il pleut, les gens ne peuvent pas dormir chez eux. Les gouvernants n'ont pas pensé aux infrastructures. Les gens, l'éducation est au fond du naufrage, comme je le disais il y a de cela 25 ans. Je faisais un essai au Cameroun sur la baisse du niveau scolaire au Cameroun avec pour sous-titre l'éducation au fond du naufrage. C'est général dans tous ces pays-là. A contrario, je suis allé au Ghana, qui il y a de cela 30 ans était au fond du gouffre. Aujourd'hui, quand j'arrive même dans les bas quartiers de Accra, je cite Aladjo, c'est un quartier d'Accra, qui est un quartier populaire où j'aime bien aller manger mon banco avec ma bonne sauce de poisson. Quand j'arrive à Aladjo, les mentalités ne sont pas les mêmes que celles que je trouve à Kingele ou en Vokada ou à Nubel. Il faut que ces dirigeants-là comprennent une chose. Si on veut être roi, dès qu'on permet à un premier ministre de gouverner et de gérer ce pays-là, je suis pour que M. Biya reste au pouvoir s'il le souhaite, mais qu'il permette à quelqu'un d'autre de travailler.
Je suis pour que M. Ali Bongo reste, bon, la famille au pouvoir depuis Mathusalem, qu'elle reste là, mais qu'elle permette à un Premier ministre de gouverner et de travailler pour le peuple. Je suis pour que M. Ouattara, à qui je viens de je ne sais où, devienne roi de Côte d'Ivoire s'il le souhaite, mais que quelqu'un d'autre travaille en direction du peuple. Lorsque Kagame travaille, fait bien, tout le monde voit qu'il travaille bien. Le peuple est heureux. Mais est-ce que le peuple est heureux au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo? Ça, j'en suis pas certain. Voilà, des phénomènes qui poussent à partir. Donc, la solution, c'est de quitter son pays où il y a ce mal-vivre, ce mal-être, ce syndrome de sous-développement et de venir en Occident, en France où on est, il faut le dire, on n'est pas bien accueilli, de moins en moins accepté, bien accueilli. C'est pas la solution. Au départ, tu m'as dit, en France, en Europe, la France, par exemple, n'en peut plus. Je suis en train de t'expliquer que cette France qui n'en peut plus gagnerait à permettre à ces pays-là d'avoir de vrais dirigeants. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti tout récemment, le 20 septembre dernier, 2017, publié sur le site du journal Le Monde. C'est la Fondation Montaigne, qui est donc franco-française, vraiment, qui a conduit ce rapport-là dans lequel il est demandé aux dirigeants français de revoir sa politique africaine. Rien ne doit être laissé tabou. Même la question du franc CFA doit être mise sur la table, tout comme le problème de gouvernance, de longévité des chefs d'État africains soutenus par la France. Monsieur Ali Bongo, Monsieur Sassou Nguesso, Monsieur Biya, Faure Gnassingbé, tous peuvent se permettre d'arriver en France, être accueillis comme des petits dieux, alors que tout le monde dans ce pays, mon pays, le pays des droits de l'homme, sait que dans leur pays, le peuple est massacré, le peuple souffre et personne ne fait rien. Et ces enfants qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus rêver, qui obtiennent de gros diplômes mais ne trouvent jamais un travail jusqu'à l'âge de 36 ans, sont obligés de partir parce qu'ils veulent voir meilleur ailleurs. De quel droit va-t-on interdire à quelqu'un de vouloir voir meilleur ailleurs? De quel droit? Voilà des fléaux qui poussent ces jeunes gens à prendre la route. Ils sont prêts à tout parce qu'ils ne peuvent plus rêver chez eux. Doit-on les blâmer? Alors, il y a une mobilisation qui a eu lieu à Paris, notamment, initiée par des activistes, notamment Claudie Siard. On ne citer que Siard. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'autre côté une part de responsabilité ou alors des actions à mener, quelque chose à faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Je veux bien qu'on aille manifester, on ne peut pas passer sous silence ce genre d'événement triste, macabre, on ne peut pas passer sous silence cela. Mais après la manifestation, après l'émotion, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui a suivi l'émotion? Mais Jackie, il faut de l'émotion aussi. Il faut de l'émotion. Là, tu nous parles de ton frère, tu vois, on est dans l'émotion. Là, c'est quelque chose qui est concret, qu'on vit, qu'on touche, que tu as écrit un livre pour dire ta douleur, pour poser ce problème. Donc, l'émotion est nécessaire. Donc, mais c'est vrai qu'après l'émotion, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette mobilisation a permis d'enrayer, de diminuer le phénomène? Non. Juste après cette mobilisation qui a fait le tour des réseaux sociaux et de certains médias qui voulaient bien diffuser cela, j'ai su par un ami à toi et à moi, un confrère Robert Baza, qui était en ce moment-là au Burkina Faso, que les passeurs continuaient de sillonner les bas quartiers promettant des rêves aux familles qui leur mettaient plusieurs milliers de francs CFA pour permettre à leurs enfants de traverser. Cela signifie quoi? Que sur le terrain, les pouvoirs publics ne font pas le nécessaire pour éduquer et bien informer le peuple. Au moment où on pleure en Europe, on dit voici la situation. En Afrique, en Côte d'Ivoire, dans les rues d'Abidjan, comme de Ouagadougou ou de Safalao à Bobo Dioulasso, il y a encore des pasteurs qui démarchent chez les familles pour vendant le rêve à leurs enfants. Ça veut dire tout simplement que les pouvoirs publics sont défaillants dans ces pays-là. Je vais même te confier un truc. J'ai une sœur qui m'a appelé la semaine dernière quand elle a reçu la couverture de ses livres. Elle me dit, mais tu plaisantes ou c'est vrai? C'est donc vrai ce qu'on dit souvent là? Je lui ai dit, mais quoi? Elle me dit, mais c'est vrai qu'on vend les gens en Libye? J'ai dit, mais dis donc, tu en doutes encore? Elle vit en Occident, s'il te plaît. Elle en doute encore. Tu vois jusqu'à quel point? Les chaînes de télévision en Afrique servent à quoi? De quoi parle-t-on sur ces chaînes-là? Mais on a quand même vu une poignée de migrants
entrer au Cameroun, on l'a vu, entrer en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Oui, c'est l'arbre qui cache la forêt, selon toi? Ben, bel outil de communication, je veux dire. On a fait rentrer quelques-uns au Cameroun. Je vais te confier ici qu'il y a une jeune fille habillée en jaune que vous pouvez retrouver sur mon site jmtvplus.com. Estelle est venue pleurer sur mon plateau parce que sa famille était ses frères et sœurs, 5 ou 6 étaient en Libye emprisonnés. Mais jamais le gouvernement camerounais n'a aidé ces gens-là à sortir de Libye. C'est une ONG qui a sorti ces jeunes gens. Et pendant qu'on les sortait, il y a un jeune de Guinée-Conakry qui a attendu longtemps que ses gouvernants viennent le chercher et personne ne venant. Il a dit à l'ONG qu'il était camerounais et il a été rapatrié avec cette famille Douala à Douala. Le jeune Camara, s'il n'est pas reparti ces jours-ci en Guinée-Conakry, a été rapatrié comme étant camerounais à Douala parce que son gouvernement n'est pas allé le chercher. Donc, sachez qu'il y a eu une bonne séance de communication là-dessus. On a envoyé quelques avions prendre quelques personnes à Tripoli, mais ce phénomène-là ne se déroule pas qu'à Tripoli. Il est sur toute l'étendue du territoire. Et lorsque tu regardes les images qu'une chaîne de télévision française bien nommée, je ne la citerai pas, diffusée la semaine dernière, la Libye est divisée en 6 blocs. Est-on allé dans les 6 blocs chercher ces jeunes gens qui vivent dans des prisons privées et dans les sous-sols? Non. Qui doit faire quoi? On va commencer par quoi? Parce que ce sont nos frères, nos parents, nos frères qui sont emprisonnés, qui sont réduits en esclavage. Mais on devrait commencer par quoi? L'armée de l'Union africaine, enfin je sais pas, les casques bleus, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Tu parles de l'Union africaine, tu parles de ce groupe de personnes qui s'est réuni à Addis Abeba, mangent, boivent et ressortent sans prendre aucune décision, sans rien mettre sur pied là? L'Union africaine. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faut que ceux qui ont semé récoltent. Et ceux qui ont semé ne sont autres que les Occidentaux, les pays dits riches, les pays puissants, car le chaos en Libye, tout le monde sait d'où il provient. Tout le monde sait d'où il provient. Sous prétexte que quelqu'un aurait gazé son peuple à Benghazi, des gens en col blanc, avec des beaux cheveux sur la tête, ayant épousé de belles poupées, sont allés en Libye pour défendre le peuple benghazien et en est sorti ayant assassiné Muammar Kadhafi. Était-il nécessaire d'assassiner ce monsieur? Pourquoi l'a-t-on assassiné? Ces personnes doivent répondre de leurs actes. L'Union européenne qui finance, je dis bien qui finance, des groupuscules armés en Libye, qui finance donc un non-État, doit s'impliquer. Pourquoi l'Union européenne ne fait rien? Le rapport d'Amnesty International a démontré beaucoup de choses. Pourquoi l'Union européenne s'était jusqu'à présent? Faut-il que des Jacques Moifo et bien d'autres Africains, Européens, car je ne suis pas seul dans ce combat-là, il faut bien dire, hein, Joël Didier Ingo de l'association Nous Pas Bouger est dans le même combat que moi, Claudie avec le collectif et bien d'autres personnes, des blancs comme des noirs, nous nous battons pour que ce fléau-ci soit éradiqué. Faut-il que nous allions au Parlement européen crier? Faut-il que nous allions à Bruxelles crier? Ne savent-ils pas ce qu'il s'y passe? La question est déjà plus de manière bien avant la diffusion de choses. Il y a des ONG internationales qui avaient déjà informé les responsables. Enfin, ça c'est déjà sur Internet. Hein. Il a fallu qu'il y ait ce documentaire sur CNN pour que ça nous frappe en plein visage, que le monde découvre l'innommable en fait. Il a fallu qu'un média anglo-saxon basé à 22 000 km de nous informe. Pourtant, nous pensons avoir des médias en Afrique. Nous pensons, nous Français, avoir des médias en France. Mais lorsque ça touche l'Afrique, j'ai l'impression que l'Africain n'existe pas encore pour certains médias. La preuve, combien sommes-nous des gens brûlés par le soleil comme toi et moi bosser sur ces médias-là en France? Non, très peu. Alors, il faut toujours que ça vienne d'ailleurs pour que les gens donnent l'impression d'agir. Je n'ai pas entendu la voix d'Emmanuel Macron dans cette affaire-là. Ça aurait été 10 Français retenus à quelque part, la France serait en ébullition. Mais ça ne concerne que les Noirs. Mais que M. Emmanuel Macron sache que moi, faux, comme toi et Jenny, probablement, nous sommes des électeurs pour lui aussi. Lorsque nous souffrons et qu'il n'agit pas, notre seule arme, c'est le bulletin de vote. Je ne pense pas qu'en France, on se soit impliqué. Pourtant, tout le monde sait en France que cette situation sarkozienne en Libye
nous incombe, nous, Français. C'est nous qui avons mis le chaos en Libye. C'est nous, à travers notre président de la République, Nicolas Sarkozy, qui avons mis ce chaos en Libye, qui aujourd'hui engouffre des milliers de jeunes Africains. Nous devons agir. Nous ne pouvons pas continuer de nous le pays des droits de l'homme. Est-ce que le fait que Nicolas Sarkozy soit en prise avec la justice en France est un juste retour des choses? Je vais parler comme ça. Un juste retour des choses, on peut le dire comme ça, mais j'attends de voir ce que la justice fera. J'ai difficilement vu des hommes politiques condamnés à faire de la prison dans ce pays. Il y a toujours un non-lieu ou un document qui manque à un certain moment. J'attends de voir. J'attends de voir ce que la justice décidera sur son cas. Alors, je rappelle à ceux qui nous regardent, qui découvrent le live de ce mercredi 11 avril, que je reçois mon cher confrère Jackie Moifo, qui nous raconte l'histoire de son frère, Félix, qui est quelque part en Libye, réduit en esclavage. À travers un livre, son premier livre, ils ont vendu Mon frère ou Le douloureux chemin de l'immigration. Alors, ce livre a été écrit avec Yannick Nambo. C'est bien ça, il t'a accompagné. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de la structure du livre? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la structure du livre? Je vais vous lire ce qu'on trouverait dans ces livres. Oui. Donc, il y a la préface de Marc Mathiasin, député guadeloupéen, qui tient un très beau discours il y a quelques mois à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a son intervention, l'intervention de Max Mathiasin à l'Assemblée nationale. Ensuite, on aborde la partie CNN. Qu'est-ce que les images de CNN ont véhiculé en nous, les co-auteurs? Ensuite, le carnet de voyage qui fait une parallèle entre le voyage de Félix, des autres frères africains, car le livre ne parle pas qu'à Félix et à Jackie Moifo, mais ça parle aux frères africains globalement. Donc, le carnet de voyage concerne donc ces jeunes Africains, le voyage de ces jeunes Africains et mon propre voyage, car j'ai un jour moi aussi immigré. Ensuite, on parle de la zone d'attente. La zone d'attente, car je suis arrivé en France, j'ai été enfermé dans cette zone d'attente de Roissy-Charles de Gaulle, et c'est étant enfermé que j'ai mis à nu quelque chose qui s'y déroulait, les sévices corporels et les viols qui s'y déroulaient à l'époque, il y a 17 ans, donc on aborde cela. Ensuite, on parle de Félix, et Félix n'est pas que mon petit frère, Félix, ce sont tous ces jeunes Africains-là qu'on appelle Félix. Ensuite, on va dans Conversation secrète. Conversations secrètes, ce sont des échanges que j'ai régulièrement eu avec des hommes politiques français. Je vais citer ici Dominique Strauss-Kahn, je vais citer Michel Rossin. Ils sont nombreux que j'ai rencontrés et à qui j'ai souvent posé le problème des Africains. Et on finit avec le gardien de mon frère. Voilà ce que les chapitres que vous trouverez dans ce livre. Ils ont vendu mon frère, édité chez Fauve. Alors, tu parles de Dominique Strauss-Kahn et de certains hommes politiques que tu as contactés sur cette question. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit finalement? Pas sur cette question-ci. Je les ai contactés il y a 10 ans pour certains, il y a 5 ans pour d'autres, pour poser déjà ce problème, pour alerter et leur poser des questions sur la politique française en Afrique. Donc, c'était en amont. Dominique Strauss-Kahn à l'époque semblait être celui qui m'avait le plus écouté et qui m'avait fait des promesses, même si les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je pense qu'il aurait été, je me demande aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans le livre, c'est écrit, est-ce que si Dominique Strauss-Kahn était arrivé à la tête de la France, il aurait tenu les promesses qu'il m'avait faites? Ça, j'en doute, vu ses accointances du moment avec certains dictateurs africains, ça, j'en doute. Mais bon, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. J'ai même essayé d'en parler avec Vincent Bolloré qui m'a fait une fausse promesse. Voilà, le problème est là depuis. On ne peut pas faire comme si on le découvrait aujourd'hui. Est-ce que le problème n'est pas finalement au-dessus de nous, plus fort que nous? Finalement, il est tellement, c'est énorme finalement. Parce qu'on va commencer par quoi? On va faire comment, comme on dit au pays, comment empêcher nos jeunes de quitter le pays. En même temps, ils ont le droit. Je pense que c'est un droit élémentaire de tout être humain de partir, de quitter son pays, le droit de voyager. C'est un droit élémentaire, basique. Comment, Jenny?
Tout le monde a le droit de se déplacer, mais pas n'importe comment. Et aujourd'hui, Oui. comment faire? Je pense, je te l'ai dit en préambule, il faut tout simplement appliquer les règles élémentaires de bonne gouvernance en Afrique pour que tout aille bien. Et pour appliquer ces règles élémentaires de bonne gouvernance, il faut que les pays colonisateurs acceptent enfin de se regarder dans une glace. Je ne pense pas que le pays des droits de l'homme, qui est mon pays aujourd'hui, la France, soit vraiment un pays des droits de l'homme en acceptant que des impotents qu'ils ont installés à la tête de certains pays matent leur peuple, leur privent d'eau à boire et de nourriture. Je ne pense pas que ce soit un comportement responsable. Je fustige dans mon pays, la France. J'ai le droit de fustiger mon pays. C'est mon pays. N'en déplaise à certains. Mon pays est responsable de ce qui se passe en Afrique. Mon pays pourrait installer une nouvelle politique, une nouvelle France-Afrique est possible. Car lorsqu'un enfant a 5 ans, il mange ceci de pain. À 15 ans, il mange cela de pain, c'est un peu plus grand. À 18 ans, il se l'achète et si on l'en empêche, ça finit mal. Il faut bien que mon pays change de façon de traiter Mamadou, de parler à Mamadou. Ça, je l'avais dit dans le livre, je l'explique, je l'avais dit à Michel Roussin, Dominique Strauss-Kahn et d'autres. Il faut que mon pays, tout comme les autres pays appelés grandes puissances, mute carrément la façon de parler à Mamadou, de traiter Mamadou. Car si hier, Mamadou... Jackie, on est encore très loin de cela. Moi, on regarde tous les réseaux sociaux, même si ce n'est que ce n'est pas c'est un phénomène, voilà, c'est un phénomène actuel. Maintenant, tout le monde s'informe sur les réseaux sociaux. Et selon ce qu'on en voit, on n'est pas rassuré sur notre place, sur cette question de l'immigration, sur la question du racisme. On n'est pas du tout rassuré. Quand on voit les réseaux sociaux, on est juste malheureux, triste. Et on est comme on est comme je mets ça entre guillemets, on est comme des moutons malheureux, traînés, ballottés, se plaignant, invoquant le Très-Haut, invoquant Dieu. C'est ça. Voilà, mais on a avec quelques leaders qui se mobilisent, ça c'est sûr, mais finalement, on n'a pas la solution. On n'a pas la solution. Et on en parle dans quelques instants, mais le temps que les responsables politiques français s'occupent vraiment de la question, encore, est-ce qu'ils savent même d'ailleurs ce qu'il faut faire? Le temps que nos dirigeants en Afrique s'occupent de la question, il y aura encore malheureusement beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup d'Africains qui vont périr, qui vont être réduits en esclavage. Malheureusement, oui. Il y aura encore beaucoup de Félix. Beaucoup. Malheureusement. Alors, qu'est-ce que tu dis justement à toutes les personnes qui nous écoutent, à tous ces jeunes, il y a sûrement des jeunes au Cameroun qui se disent, bon, moi, il faut que je quitte le pays, ça va mal, je veux venir en France, retrouver mon frère, ma sœur, parce que c'est mieux là-bas. Et même si c'est pas mieux, c'est mieux de quitter le pays plutôt que de rester dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes-là? Je vais parler aux jeunes de Guinée-Conakry, aux jeunes de Côte d'Ivoire, aux jeunes du Togo, aux jeunes du Bénin, aux jeunes du Gabon, aux jeunes du Congo, aux jeunes du Cameroun, aux jeunes du Tchad. Je parle à tous ces jeunes Africains qui pensent que le bonheur est ici. Je vais, avant eux, parler à leurs dirigeants. Il faut qu'à un certain moment, on comprenne, les dirigeants africains comme occidentaux comprennent que trop, c'est trop. On ne peut pas mettre au monde un enfant et l'empêcher de grandir. Il faut aujourd'hui que la France, dans son intérêt, que mon pays, la France, dans son intérêt, propose de nouveaux accords à ces pays africains-là, qui permettent à leurs jeunes de s'émanciper, de pouvoir faire des études dans un pays, de rêver dans ce pays-là, de trouver un emploi, de construire une famille, de se nourrir, de se soigner. Et tout cela passe par quoi? Passe par une méthode de rigueur. Et cette rigueur-là, mon pays, la France, doit l'imposer aux dirigeants africains. Tout le monde sait qu'une villa achetée en France par un dirigeant africain, la somme d'argent qui a acheté cette villa peut nourrir ou bien construire 10 lycées dans son pays par an. On peut commencer par dire à ces dirigeants, niet, vous ne viendrez chez nous uniquement que lorsqu'il y a un sommet, lorsque vous êtes invité, mais venez passer les vacances chez nous, vous ne viendrez plus.
J'ai été parmi ceux qui se sont battus dans cette France pour qu'on limite les spectacles des chanteurs congolais parce que cela menait plus à la perversion qu'à toute autre chose. Est-ce que le gouvernement français ne peut pas imposer cela aux dirigeants africains, leur dire, vous passez des vacances chez vous, prenez vos vacances, allez dans... Pardon? Est-ce que la situation à RDC a changé? Kabila s'est muré dans une espèce de silence bravoche, une espèce de bravade. Je ne sais pas, moi, si la situation s'est améliorée. La situation à RDC, tout à fait. Ben, elle ne va jamais s'améliorer tant que beaucoup de gens font beaucoup d'argent là-bas. Et nous savons très bien où sont placés ces gens. Posez la question aux Belges, aux Français, aux Américains, vous comprendrez qu'il n'y aura pas de paix au Congo tant qu'on peut prendre du coltan du diamant. Donc, je ne veux pas parler qu'aux dirigeants africains. Je commence par les dirigeants occidentaux. Eux, ils peuvent arrêter. Ils peuvent arrêter toutes ces guerres en Afrique. Les Africains ne fabriquent pas des armes, que je sache. Ils n'en fabriquent point. Alors, ils achètent, ils n'en fabriquent point. Ils n'ont même pas le droit d'en fabriquer d'ailleurs. Alors, ils les achètent. Ils les achètent, oui. Ils les achètent. Je ne veux pas les dédouaner, hein. Chacun a sa part de tort, mais j'attribuerai 70% du tort aux pays occidentaux qui installent ces dictateurs-là, qui n'est-ce pas, qui les couvrent en fait. Nous savons tous que dans certains pays, beaucoup n'ont pas été élus. J'ai vu des rétro-pédalages ici, là, sous le quinquennat de François Hollande, des rétro-pédalages sur le cas de ton pays, le Gabon. Un jour, c'est son ministre des Affaires étrangères qui dit, ah ben, il y a eu irrégularité. Un autre jour, c'est l'homme, le Blanco d'Evry qui dit, ben, ça n'a pas marché. Lui-même, Hollande, après rétro-pédalage. Pourquoi ce rétro-pédalage? Pourquoi ne peut-on pas tout simplement dire la vérité et prendre des sanctions? Pourquoi ne peut-on pas le faire? Comment est-ce que Denis Sassou Nguesso est retourné au pouvoir? Pourquoi? Comment? Donc, les premiers fautifs sont ceux qui crient au loup. On a balancé le loup, mais quand il revient vers nous, on crie. La France peut crier, je ne peux pas recevoir toute la misère du monde. Mais cette misère, nous, Français, contribuons à l'installer dans ces pays-là. Nous sommes fautifs. Les premiers fautifs, c'est nous, au nom de nos intérêts. Alors, tu me parlais, on reparle de ton frère Félix, dont tu me dis que tu l'as rencontré cette année. C'est cette année, en fait, ou l'année dernière? Non, j'ai jamais dit cette année. J'ai dit il y a 2 ans. 2 ans, à cette même période, au printemps 2016, j'étais au Cameroun. Je l'avais rencontré. Alors, il ne m'a jamais fait part de son envie de partir. Et je quitte le Cameroun et quelques mois plus tard, on m'informe qu'il a disparu. C'est la même chose. Alors, qui t'informe? C'est la famille? La famille. T'informe de ça? La famille, ma petite sœur m'informe que Félix a disparu. D'accord. Alors, parlons un peu des passeurs. Les passeurs, c'est qui? C'est des gens qui sont au pays. Comment ça marche ce système? Les passeurs, pour ce que je sais, les passeurs sont partout. Je t'ai parlé de Robert Baza qui m'a signalé qu'au moment où il y avait l'émotion ici, les passeurs continuaient de recruter dans les rues d'Abidjan, de Bobo Dioulasso, de Ouagadougou. Les passeurs sont partout. Et parfois avec la complicité de certaines personnes au sein des consulats occidentaux en Afrique. Alors, c'est Macron qui disait justement à ce sujet, je pense qu'il était au Burkina Faso à cette époque-là, il disait que les passeurs ne sont pas belges, ne sont pas français, ne sont pas allemands. Donc, j'aimerais parler à Emmanuel Macron s'il le souhaite. J'aimerais bien lui indiquer qu'il y a de cela 12 ans, notre confrère et ami frère Olivier Enogo et moi tournions le documentaire Les filières africaines de la prostitution. Et dans cette enquête, nous étions rendus compte que ceux qui amenaient, qui avaient déjà installé cette traite d'esclaves sur les jeunes filles et qui les amenaient d'Afrique pour mettre sur les trottoirs aux occidentaux, obtenaient bien de bons visas au sein des chancelleries occidentales sur place. Alors, si M. Macron veut me dire cela, j'ai envie de lui expliquer, ça va lui faire regarder ce documentaire-là. Tout le monde est fautif. Peut-être l'occasion demain, il a sur une chaîne française. Tu peux lui poser la question. J'ai une réaction de Patricia Ndiga qui nous regarde actuellement. Partagez l'émission à toutes les personnes que le sujet intéresse. Nous parlons d'immigration, d'esclavage. Nous parlons du livre de
mon confrère Jackie Moifo, ils ont vendu mon frère, donc c'est son premier livre. Jackie, est-ce que tu peux montrer le livre? Personne qui nous regarde. Je vais te faire partager le point de vue de Patricia Diga. Merci Patricia de réagir, d'être en direct. Alors Patricia écrit, ne confondons pas, ne confondons pas tout. Je trouve scandaleux vos propos sur l'exigence de la France de mettre un droit de veto sur les pays en mauvaise gouvernance, donc président africain. Alors, qu'est-ce que tu réponds à Patricia? Mais Patricia, chère Patricia, écoutez-moi bien. Je pense, et j'ai le droit de penser, heureusement. Chacun doit penser. Je pense et je maintiens que la France devrait mettre le veto sur les dirigeants africains qui dirigent mal leur pays. La France le sait. Alors, si la Ça France, veut dire quoi? si la France ne veut plus que ces jeunes gens-là affluent et viennent gonfler les chiffres des sans-papiers ici, mais cette France-là peut, au nom des relations historiques entre elle et ses anciennes colonies, faire un sommet et dire à ces chefs d'État-là, lâcher un peu de la laisse, travailler un peu pour ce peuple. Voilà, Patricia. Je pense que c'est aussi ça les droits de l'homme que de défendre le pauvre et l'opprimé, n'est-ce pas? Les droits de l'homme défendent bien le pauvre et l'opprimé, la veuve et l'orphelin. Alors la France, mère des droits de l'homme, peut le faire, je pense. Mais est-ce que c'est pas un peu, moi tu sais, je suis un peu fatigué de cet angélisme des Africains. Ça fait des années qu'on répète les mêmes choses. La France met au pouvoir des présidents qui sont des préfets. Ça fait 40 ans qu'on se bassine avec ces choses-là et ça ne change rien du tout à la situation. Alors, est-ce qu'il ne faut pas finalement commencer le travail à la base, dans nos familles, dire à nos... Parce que moi, je sais qu'en Afrique, il y a des parents qui ne peuvent même pas, enfin, pour qui venir en Europe, malgré la souffrance qu'il y a, mais c'est juste impossible. C'est juste impossible. Alors, Eugénie, je t'ai dit tout à l'heure que tu n'as pas saisi, j'attribue 70% du temps. On parle du Gabon, que tu connais bien. Je sais que pour beaucoup de Gabonais, mais c'est juste pas possible de... Même quand ils viennent ici, ils rentrent parce que même s'il y a le chômage, c'est pas grave. Bon, c'est sûr que la situation est un peu difficile. Elle est même très difficile. Ça, il faut l'avouer. Mais il y a des Africains qui, pour rien au monde, ne quitteraient leur pays pour venir en France, aller aux États-Unis. Quoi qu'il arrive, quitte même aller faire les plantations au village, ils préfèrent rester au pays. Je suis totalement d'accord avec toi, mais je te fais remarquer. Je vais être livré à des passeurs, livrés à un danger extrême et faire souffrir leur famille. C'est pas possible. Et en plus, ils dépensent de l'argent, ces jeunes. Je vais t'expliquer que il y a dans certaines familles, ce sont même les parents qui poussent les jeunes à partir parce que il n'y a aucun espoir au pays. J'ai vu des jeunes qui sont retournés au Cameroun, ils arrivent à l'aéroport, ils appellent leurs parents, maman, papa, je suis revenu. Mais tu es revenu faire quoi? Il fallait que tu ailles te chercher, tu reviens faire quoi ici? Et la fille s'effondre à l'aéroport en pleurant. C'est parce qu'il n'y a plus d'espoir dans ces pays-là que les jeunes partent. Eugénie, il faut dire à ces jeunes-là de ne pas accepter le dictat de la famille. Merde, attends. Jackie, il y a des gens qui sont ici, il y a des Africains qui sont ici depuis 40 ans, 50 ans. Ils vivent très mal. Il faut dire la situation aussi à nos frères qui sont au pays. C'est pas tous les Africains qui sont ici, même Français qui sont ici et qui vivent bien, mais ils préfèrent rester ici, toucher le RSA. Je veux pas rentrer là-dedans. Eugénie, attention à l'amalgame. Attends, ils ne veulent pas rentrer au pays parce qu'ils ont honte de ce que pensera les gens au pays. Attends, Eugénie, je vais rester sur le terrain, je vais rester sur ce que je décris dans ce livre. Ces jeunes-là partent de leur pays parce qu'ils ne peuvent plus y vivre, parce qu'ils ne peuvent pas s'y épanouir ni s'émanciper. Ils partent parce qu'ils sont bardés de diplômes dans ces pays-là, ne peuvent pas trouver un boulot. Est-ce que tu sais que pendant qu'il y a des jeunes, et ça on ne dit pas assez, est-ce que tu sais que pendant qu'il y a des jeunes qui quittent l'Afrique, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont dans le monde entier qui veulent rentrer au pays? Est-ce que tu le sais? Je le sais très bien. Ça veut dire aussi qu'il faut aussi se battre contre l'idée selon laquelle en Afrique tout est perdu, ça va pas, c'est à cause des gouvernants.
Qui a dit qu'en Afrique, tout était perdu? Qui l'a dit? Moi, je ne le dis pas. Et dans ce livre, je ne l'ai jamais dit. Ce que je dis, j'essaie d'expliquer le pourquoi certains jeunes gens, et la majorité d'entre eux veulent quitter le continent et venir sur cet autre continent hasardeux, se débrouiller ou se chercher, comme ils disent. Le reste du débat n'est pas mien, c'est pas mon propos. Pourquoi partent-ils? Pourquoi? C'est la seule question que je pose. Si on arrive à répondre à cette question-là, la France ne sera plus envahie par des immigrés, des jeunes ne joueront plus sur les plages de Libye ou de Lampedusa, c'est tout. Il y a une situation donnée, comment en est-on arrivé là et où va-t-on? C'est le b.a.-ba du journalisme ou de l'investigation, vrai ou faux? Tout à fait. Alors moi, je voudrais t'interroger au sujet du député qui a préfacé ton livre, hein, Max Mathiasin, qui dit qu'il a prononcé un discours poignant à l'Assemblée nationale. Bon, on a applaudi, et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Je vais rencontrer le député dans 2 jours. Nous allons discuter de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Ben, lui qui est donc député de la majorité présidentielle me dira si oui ou non des choses sont en train d'être mises en place pour éradiquer le fléau. Mais ça, j'en doute fort, car aujourd'hui, on attend qu'Emmanuel Macron nous dise ce qu'il va aller faire en Syrie. La Syrie qui semble être plus proche de la France que la Libye finalement, n'est-ce pas? J'attendais qu'on me dise qu'on a envoyé un bataillon de militaires pour libérer ces jeunes gens dans les prisons libyennes, mais non, on n'en parle pas, on veut juste envoyer des militaires en Syrie. Ouais. Alors, Adeline Nini réagit en ces termes. Ces jeunes partent du pays parce qu'ils sont dans un environnement qui leur fait croire que ceux qui sont en Europe sont mieux. Voilà, qu'est-ce que tu réponds à Adeline Nini? C'est aussi une possibilité. Je vais aussi ajouter à ce propos d'Adeline Nini, que je remercie, que nous qui vivons ici, nous ne savons pas dire la vérité aux nôtres, et même quelquefois, lorsque nous leur disons, ils ne nous croient pas. Je l'ai écrit dans ce livre, Adeline Nini. Vous pouvez vous le procurer, vous verrez que j'explique que lorsque j'arrivais au Cameroun et que je disais la vérité aux miens, que je leur disais que je suis arrivé en France, je suis passé par la case prison, ensuite j'ai été SDF, j'ai mangé dans la rue au restaurant du cœur, on me croyait pas. Parce qu'on m'a vu à la télévision, on se disait, mais c'est pas possible. Il ne peut pas avoir vécu cela et au bout de 3 ans seulement, il est en télévision, ça ne peut pas être vrai. Pourtant, c'est la vérité. Ils ne veulent pas croire à ce qu'on leur dit là-bas parce que l'Europe, pour leur vend, c'est l'Eldorado. Est-ce que tu sais justement que ce type de discours ne peut pas être entendu parce que je pense que dans l'âme de tout Africain, il y a cet esprit de combativité, cette envie de changer son destin, de changer son quotidien. Et je sais que la motivation première, c'est sûr qu'il y a de la peur. Moi, j'ai même lu un document écrit par un Africain qui disait que ces jeunes sont vraiment, ils sont courageux parce qu'ils savent les risques qu'ils prennent. Mais l'envie de changer leur vie et d'améliorer les conditions de vie de leur famille est plus forte que le danger. Donc, je pense que tu le dises, ça change rien puisqu'ils vont te dire, mais toi, si c'est si dur que ça, pourquoi tu es là-bas? Tu vois ce que je veux dire? Cette question-là, on m'a même réuni, par après, j'ai su qu'on m'a réuni quand je leur ai dit la vérité. Donc, tu viens de pointer là le fait que ces jeunes gens sont prêts à tout pour changer leurs conditions de vie. Mais quelles conditions de vie? Un jeune qui a une maîtrise, qui a une licence et qui se retrouve vendeur d'eau glacée ou de cigarettes en bordure de route dans certains pays d'Afrique, est-ce que tu aimerais être à sa place? Il veut trouver meilleur ailleurs. Eugénie Dieki, je prends mon exemple et je l'explique que dans mon livre, je ne serais pas venu en France, on ne serait pas connu car je n'aurais jamais été journaliste. Pas parce que je n'étais pas intelligent, juste parce que le système ne permettait pas. Tu es en train de nous dire, Jackie, quelque part, que si on ne vient pas en France, on ne peut pas réussir, c'est ça? Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit cela. Je dis ceci, et je le dis dans ce livre, ne pas avoir le bras long, ne pas venir de telle famille, être de telle tribu plutôt que de telle autre, peuvent être un vrai frein en Afrique, dans certains pays. Il fallait donc pour cela partir. Je vais te prendre un exemple terre à terre, Eugénie. Parmi les intellectuels d'un pays d'Afrique francophone que je préfère ne pas citer, qui sont médecins en Belgique, ben disons, la majeure partie des médecins d'origine africaine en Belgique est originaire d'un seul pays d'Afrique francophone.
Pourquoi ceux-là ne peuvent-ils pas aller exercer chez eux? Comment ont-ils fait pour se retrouver là? Ce sont les familles qui les ont envoyés là? Tout simplement. Si on attendait que les dirigeants fassent quelque chose pour eux, rien n'aurait jamais été fait. Tout comme si j'attendais que le gouvernement camerounais me permette d'accéder à mon rêve de devenir journaliste ou avocat, je n'y serais jamais parvenu. Il a fallu que je quitte le Cameroun et que la France m'offre cette possibilité. Je ne dis pas aux jeunes restés là-bas que tout le monde a cette chance-là. Nous sommes en train non plus. Le Cameroun compte quand même parmi, c'est le pays où il y a quand même des écoles de journalisme digne de ce nom. Excuse-moi. Bon, vous en connaissez? Tu en connais, Julie? Ou alors ça a changé. Ben, ça a beaucoup changé car il y avait les STIC. Les STIC qui a formé les premiers journalistes camerounais, mais aujourd'hui, ce n'est plus rien. Les STIC ne vaut plus grand-chose. Hein, lorsque je parle de la baisse du niveau scolaire au Cameroun, où l'éducation au fond du naufrage, un sujet que j'ai traité il y a 25 ans, c'est une réalité, c'est pas une plaisanterie. Aujourd'hui, on ne peut pas former un JRI au Cameroun, il n'y a pas possibilité de former un JRI au Cameroun ni au Gabon d'ailleurs. Quand j'allais régulièrement au Gabon, les dirigeants de Gabon Télévision voulaient quelqu'un pour former des JRI, mais seulement j'étais trop noir pour former d'autres Gabonais. Il fallait un blanc. Une vraie connerie. Il faut toujours un blanc. Bon, alors, tu vas répondre aux questions des personnes qui nous regardent et je les remercie de nous rejoindre dans ce débat. Il y a une question très intéressante posée par une personne, je vais essayer de la retrouver, qui dit en fait que, bon, on va d'abord répondre à Adeline, qui dit pourquoi la première difficulté d'un entrepreneur en Afrique est de trouver la compétence qualifiée. Alors, je te parle d'Adeline Nini, elle a vécu ici, elle est rentrée au Cameroun, donc elle nous écrit de la directement du Cameroun, et elle a besoin d'embaucher des jeunes. Là, on ne les voit pas. Ils préfèrent voir l'extérieur. Il y a du travail quand même. Il y a quand même des personnes qui ont le courage, l'ambition de l'emploi. Oui. Adeline, peut-elle nous dire dans quelle ville elle est basée? Est-ce que c'est possible? Adeline, tu es basée dans quelle ville? Voilà, donc on va le temps qu'elle réponde. Alors, il y a Maven qui dit qu'il faut revenir au problème de mentalité pour traiter le problème à la base. Je suis totalement d'accord avec Maven Napteux. Les mentalités doivent être bref, les gouvernants doivent travailler pour éduquer la population, la masse populaire. Ce travail que toi et moi, Eugénie, avons connu petit dans les écoles, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, qu'on appelait morale. Tu te souviens des cours de morale? Aujourd'hui, tu ne les trouves plus. On ne les trouve plus. Il faut remettre cela au goût du jour. Et beauté, s'il te plaît, et beauté à la porte. Et beauté à la porte les religions. Il faut remplacer les religions par l'instruction civique et les cours de morale. Tu peux répéter? Qui peut faire cela? Seuls les gouvernants peuvent en décider. Il faut botter à la porte les religions. Il faut botter à la porte les religions et remplacer par l'instruction civique et les cours de morale. Tout simplement. Alors, une autre question de Maven Napteux. Tu penses qu'ils ont le temps dans le désert de lire un livre? Il faut utiliser d'autres moyens de sensibilisation. Alors, ce livre ne s'adresse pas justement à ces personnes-là qui sont dans le désert. S'il te plaît, Maven, non. Ce livre est écrit par Jackie pour sensibiliser. Il a vécu le phénomène en tant que journaliste, en tant que frère. Donc, Félix, son frère, a quitté le Cameroun et il est quelque part en Libye et il ne sait pas où il est. Donc, le livre ne s'adresse pas à ces personnes-là. Le livre s'adresse à nous pour comprendre les clés, pour comprendre le phénomène et agir quelque part. Chacun à son niveau. Et je pense que la question, c'est la question de la sensibilisation au sein des familles. Moi, je viens d'une famille où mon père nous a élevés à la dure, comme sûrement tes parents, Jackie. Et quand papa parlait, personne ne bronchait. Aujourd'hui, on peut leur reprocher cette dureté, mais elle nous a quand même aidé à avoir des acquis, une base solide et ne pas être ébranlé par le racisme, par les souffrances. La vie n'était pas facile, c'était dur, c'était une éducation à la dure, mais on avait quand même des fondamentaux. J'ai envie de répondre. J'ai envie de répondre à Maven, s'il te plaît. Oui. Alors, Maven Napteux, il va falloir que nous sortions de cette guéguerre afro-africaine ou camerouno-camerounaise. Lorsqu'un sujet est posé, on le traite, on ne polémique pas.
parce que ta question prête plus à polémique qu'à sensibilisation. Oui. Le but de ce livre est de sensibiliser au-delà des familles, même les hommes politiques. Le but n'est pas de sensibiliser ceux qui sont au désert et n'ont pas d'eau à boire ou à manger. Il faut bien circonscrire l'endroit et les personnes à qui on s'adresse. Et je pense que, voilà, tu n'as pas encore lu le livre, ma veuve. Je t'exhorte à te le procurer sur le site d'Amazon, de la FNAC. Tu le commandes, tu le recevras forcément. Et tu comprendras que ce livre est un livre qui parle aux hommes, qui parle aux familles, qui parle aux jeunes, mais qui parle surtout aux hommes politiques. Surtout aux hommes politiques, car seuls eux peuvent changer nos destins. Vous au Cameroun, vous au Gabon, vous en Côte d'Ivoire, nous en France, nous en Belgique et partout. Alors, voilà. Ce que tu dis, ce que j'aimerais dire aussi, Jacques, c'est que nous sommes à un moment que est reconnu comme le continent où il peut être actuellement, le continent de l'Afrique. Je suis d'accord. L'Afrique, Côte d'Ivoire News, bon, c'est pas un nom, c'est un site. Oh, je suppose que cette personne est en Côte d'Ivoire ou bien est d'origine ivoirienne. Je suis d'accord avec toi. L'Afrique est le continent, il faut être. Si tu regardes, mon cher frère ou ma chère sœur, si tu regardes les émissions que je diffuse sur mon site jmtvplus.com, tu te rendras bien compte que je pose de telles questions aux hommes politiques que je reçois tout le temps. Oui, l'Afrique est le continent où il faut être actuellement, mais est-ce que les dirigeants ont compris que c'est sur ce continent-là qu'il faut que les Africains vivent actuellement? Car il faut, n'est-ce pas, donner aux Africains les possibilités de vivre, d'entreprendre chez eux. Mais aujourd'hui, amener un projet en Afrique, je vous défie d'amener un projet en Afrique, un beau projet pour les Africains et de le faire passer sans donner 10% à un tel, 20% à un tel autre. Allez le faire et vous me donnerez des nouvelles après. Là, nos dirigeants sont une faiblesse pour le développement de l'Afrique. Mais quand il faut céder des hectares de terre aux Chinois qui cultivent du bon riz, renvoient chez eux et ne laissent que les déchets en Afrique, on signifie des accords, on se fait beaucoup d'argent. Pas pour le peuple, mais pour soi. Donc, nos dirigeants aujourd'hui ont 30% du tort de ce que les Africains vivent et 70% du reste du tort appartient au système qui est bien tenu par mon pays, l'Afrique. Maven Napteux, je pense qu'avant de parler de l'immigration, il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire aux mentalités. Qu'est-ce que tu réponds? Ben, il faut s'attaquer à tout. Les mentalités de qui? Des hommes politiques d'abord, Maven Napteux. Il faut s'attaquer aux mentalités des hommes politiques et tout le monde doit s'y mettre. Vous, Maven, nous qui sommes ici, mais surtout les dirigeants. Il faut qu'on arrête dans mon pays, la France, de ne penser qu'aux intérêts français, au détriment du peuple du Gabon, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Cameroun. Il faut qu'on pense à l'humain. Je vais vous confier quelque chose. Je fus un tout petit peu proche de Nicolas Sarkozy, à qui je dois beaucoup, il faut le dire. Je ne cache pas, je le dis. Dans ce livre, je le dis. Je dois beaucoup à Nicolas Sarkozy. À un moment, je fus un tout petit peu proche de son cercle. Je lui donnais mes points de vue sur différents sujets, il me répondait. Et un jour, avant les présidentielles de 2007, j'avais écrit à Nicolas pour lui dire, cher Nicolas, je trouve que l'être humain est de plus en plus éloigné de ton sens d'intérêt politique. Et ce jour-là, Nicolas Sarkozy arrêta de me répondre. Mais le résultat est là, aujourd'hui. Le résultat est là. Les Français n'ont pas voulu qu'il revienne. Et la justice lui demande aujourd'hui de répondre. Alors, donc, il faut que les hommes politiques s'y mettent, tant en Afrique qu'ici. Je salue d'ailleurs, sans être partisan, je ne le connais pas. J'ai été au Ghana 2 fois, il n'était pas présent. Nana Akufo-Addo est quelqu'un qui, à mon sens, est en train de travailler sur ces mentalités. Vous pouvez aller à Accra aujourd'hui, à Tamale, à Sekondi, j'oublie, Koumassi, pardon. Vous allez dans les bas quartiers, le Ghanéen est moins agressif que quelqu'un d'autre d'un autre pays voisin. Je préfère pas citer pour ne pas stigmatiser les gens. Le Ghanéen est moins agressif. Parce qu'aujourd'hui, le Ghanéen peut rester dans son pays. Vous comprenez? Il faut donc que, si l'exemple qu'il copie directement au Ghana. Moi, je pense qu'il faut être dans le pragmatisme. Tu es français, n'est-ce pas? Nous sommes français. Oui. Et comme
nous, c'est même, en fait, on est français et on est aussi camerounais, gabonais, on est africain. Donc, on ne peut pas être les bonnes personnes pour parler de ça. Mais je dis, c'est normal qu'un président défende d'abord les intérêts de ses concitoyens. Pourquoi on reproche ça à la France alors que nos États devraient le faire aussi, nos présidents devraient le faire aussi? C'est ça qui me. Moi, en fait, ce à quoi j'en appelle, c'est à notre responsabilité collective. Il y a la France, ancien pays colonisateur. Il y a nos gouvernants. Et puis, il y a la société civile. Il y a nous quand même, les citoyens. Chacun à son niveau devrait jouer son rôle. Toi, tu joues ton rôle, tu sensibilises en écrivant ce livre. Moi, je fais des émissions pour mettre le doigt sur le problème, à ma façon. Mais je pense qu'il faudrait commencer par arrêter de toujours voir que c'est l'autre, c'est l'Occident qui va apporter la solution, ou alors c'est le président seul. Bon Dieu le pauvre. Comment un président, comment on peut, il y a même une crise en fait en ce moment en France, tu le vois bien, on se dit, mais est-ce qu'un président finalement, il peut résoudre tous les problèmes de ses concitoyens? Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité que nous... Il ne peut pas. Oui. Mais seulement le président de la République d'un pays doit prendre les grandes décisions. Voilà. Il est élu pour ça, mais tu penses bien que la question de l'immigration, quand il y a la question du chômage, quand il y a la question de ces personnes-là, la grève actuellement, attends, la question de l'immigration, mais ça lui passe, c'est pas son problème. Je referai une émission avec toi sur la question de la France quand j'aurai écrit un livre sur la France. Ce livre est universaliste, s'adresse à tout le monde. Parce qu'attends, il y a une priorisation des priorités. Moi, je ne sais pas, le président Macron s'occupe d'abord des problèmes des Français. Il ne s'occupe pas de la question de l'immigration. C'est au chef d'État africain de s'en occuper. Eh bien, je ne savais pas qu'il y a une armée gabonaise en France. Ah, dis-moi, il y a une armée gabonaise en France? Pourquoi tu dis ça? Y a-t-il une armée ivoirienne en France? Je te fais remarquer que Nicolas Sarkozy l'a dit de sa bouche et tout le monde le sait. Nous avons dégommé Barbeau pour installer mon ami Ouattara. Il l'a dit. Et si tu en doutes, je t'apporte des preuves. Alors, puisque chaque président doit s'occuper des problèmes de son pays, mais que fait l'armée française dans ce pays et que font les dirigeants français dans certains pays d'Afrique? Qu'est-ce qu'ils y vont faire? Ça n'a rien à voir. C'est cette armée-là qui ouvre le feu pour aider des rebelles à aller. C'est cette armée-là qui aide la France à avoir la main mise sur certains pays. La France est mon pays, j'ai le droit d'en parler. Alors, si toi, journaliste, tu en doutes à un seul moment, je t'apporte une tonne de preuves. Non, c'est pas ce que je dis. Pour parler de la présence des armées françaises en Afrique, est-ce que tu sais que c'est le Gabon qui a inauguré justement cette façon de faire de l'armée française? C'est quand il y a eu le coup d'État de Léon-Mba, il y a eu des accords qui ont été mis en place. Et l'exemple du coup d'État de Léon-Mba a fait en sorte que tous les chefs d'État africains à cette époque ont dit, maintenant, comme on va aussi sûrement être, on va sûrement être balayé du pouvoir, on va instaurer avec la France des accords qui mettront en place justement ces armées africaines. Bon, c'est pas le débat. Moi, je dis simplement. Je parlais d'armées françaises en Afrique. Oui, armées françaises en Afrique. Oui, je ne parle pas d'armée africaine, mais d'armée française en Afrique. Je pense qu'on sait pas. On parle de ça. Bon, on en parlera une autre fois avec une spécialiste gabonaise d'ailleurs, qu'on va sûrement inviter. Mais là, revenons à notre sujet. Hein. On va parler d'Adeline, qui ne partage pas ton point de vue. Avec quel projet es-tu venu en Afrique? On t'a barré la route. Si tu veux faire de l'agriculture au Cameroun, les portes sont ouvertes en VIP. Le seul problème est qu'il faut disposer d'un gros capital. Voilà, donc une réflexion de Adeline. Une autre réaction, c'est celle de Maven Napte. Nini, le gros capital, c'est combien? Combien d'Africains disposent de ce gros capital? Voilà. Alors, je ne suis pas économiste, je ne suis pas homme d'affaires. Ces questions, il faudra les poser à certains. Mais je vais tout de suite donner un exemple à Adeline et à Maven Napte. Je connais quelqu'un à Douala qui est fabricant de coffres-forts, quelqu'un avec qui je suis allé à l'école. Il est formé en France et en Italie. Ses coffres sont certifiés en France et en Italie, mais au Cameroun, on ne lui permet pas de commercialiser. La fois où le ministère des Finances lui a pris 21 coffres forts, il a mis 2 ans à se faire payer et n'est jamais entré dans la totalité de son argent. Il a failli fermer son entreprise. Voilà comment on encourage des jeunes Africains qui entreprennent et qui emploient dans certains pays.
Voilà un exemple terre à terre. J'ai dit, je connais. Ça veut dire, je peux vous montrer des films là-dessus. Comme il y a aussi d'autres exemples où il y a des réussites africaines en Afrique. Il ne faut pas se le cacher, Il ne peut pas être noir ou blanc. Mais seulement, voilà. la proportion est faible. Il faut encourager l'entrepreneuriat des Africains et les accompagner, ce que je ne constate pas. Moi, je suis très heureux quand j'arrive à de ville, je vais à Nombakele, une jeune fille Bapounou me fait ma pédicure. Je suis très content que ce soit une Gabonaise qui me l'a fait, pas quelqu'un d'autre. Oui. Il faut encourager l'entrepreneuriat local, mais nos gouvernants n'ont pas compris. Ça rejoint le problème de mentalité qu'on mentionnait tout à l'heure. Oui, la mentalité. Il faut que les dirigeants changent la mentalité. Oui, oui. Oui, pourtant, nos gouvernants sont entourés de personnes comme toi et moi, qui viennent. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est pour ne pas dire simplement c'est la faute aux autres. On est tous dans le même, dans le même système, j'ai envie de dire. On est dans le même système, oui, mais ceux qui tiennent le système ne sont pas les mêmes. Voilà. Dans ce livre, j'explique combien il est extrêmement difficile d'entreprendre dans certains pays. Je l'évoque. Je ne m'étends pas là-dessus car c'est pas le but de mon livre. Le but de mon livre est de sensibiliser. Mais sur les questions économiques et autres, même sans être économiste, j'accepterais bien de débattre le moment venu. Pour le moment, je veux expliquer que ces jeunes gens qui partent de chez eux, c'est parce qu'ils ne peuvent pas entreprendre. Je prends un exemple, Eugénie. Avant de partir du Cameroun, j'étais découragé par beaucoup de choses. J'avais pris la peine d'apprendre la coiffure. Je sais coiffer les femmes et les hommes. J'ai ouvert 2 salons de coiffure à Yaoundé, mais les contrôleurs m'ont fait fermer les portes à un certain moment. Je suis arrivé au Gabon. J'ai relancé ce même salon de coiffure, mais je suis resté 8 mois au PK7 sans ouvrir en journée. Je n'ouvrais qu'en soirée et les week-ends. Pourquoi? Il y avait plus de contrôleurs que de papiers à fournir. Où est-ce qu'on encourage l'entrepreneuriat là? Pourtant, j'avais dans les salons des Camerounais, des Gabonais que je formais. Que tu sais que même dans des pays développés, il y a ce problème aussi. Il est peut-être moindre, mais il y a aussi ce problème. Je n'ai pas blocage. Il y a des Français. Il y a des Français qui se lèvent, qui ont le background, qui ont tout, mais qui se voient fermer des portes, on ne sait pas pourquoi. Il y a des blocages partout. Je le sais bien. Je suis français, j'ai été formé à l'école de journalisme française. Je n'ai jamais obtenu un entretien d'embauche spontané en France sur aucun média, alors que tous les grands médias français ont diffusé mon travail à cet moment, de TF1 passant par France Télévisions, Planète, Canal, tous ont diffusé mon travail, mais c'est pas pour cela qu'on m'a un jour donné un entretien d'embauche spontané sur cette chaîne-là. Donc, lorsque tu parles des Français qui subissent ces injustices, je suis d'accord avec toi, mais seulement, Eugénie, je doute fort que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui en souffrent. D'ailleurs, Julien Courbet doit son nom à ces injustices franco-françaises. Sinon, nous connaîtrions peut-être pas Julien Courbet qui se bat contre ces injustices dans la France. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des injustices en France qu'on va admettre qu'il y en ait en Afrique? Non. En France, quelqu'un peut fermer son entreprise, s'asseoir à la maison, il sera malade, il sera soigné, il mangera quand même, il se logera. Mais en Afrique, lorsqu'on casse un business de quelqu'un, c'est mort. Ce que je veux dire, c'est que finalement, moi, c'est l'expérience que j'en ai tirée, c'est que les gens qui réussissent ici comme ailleurs, c'est les gens qui comptent, qui ne baissent pas les bras finalement. Je pense que la réussite tient à ça. C'est les gens qui ne baissent pas les bras, qui ne baissent pas les bras face à la justice. Eugénie, toi et moi, nous sommes des exemples. Nous sommes tous les deux français. Nous ne bossons pas sur TF1. Nous sommes tous les deux français. Nous ne sommes sur aucun média français. Pourtant, toi et moi, nous savons que nous avons du talent. Nous sommes même meilleurs que certains qui sont devant. Mais nous ne baissons pas les bras. Tu as ta petite chaîne dans un média. Oui. Tu as Obota News, j'ai JMTV+, et je suis certain que nous allons nous en sortir à force de travail. Ce travail-là, les jeunes Africains aimeraient l'exercer chez eux, accompagnés chez eux. C'est parce qu'ils n'en peuvent plus parfois qu'ils prennent la route. J'en connais plein qui étaient entrepreneurs, qui faisaient ça au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, qui sont partis parce qu'ils en avaient marre. Le seul fait d'appartenir à une tribu et d'habiter dans tel coin était un problème pour eux.
Il faut aujourd'hui un changement de mentalité et tout cela ne doit venir que d'en haut pour que ces enfants ne partent plus échouer sur les côtes libyennes ou à Lampedusa. Il faut que les mentalités changent et les premiers qui doivent faire changer cette mentalité-là sont ceux qui gouvernent ces pays-là ou sont ceux qui permettent à ceux qui gouvernent de gouverner. Et ceux qui permettent à ceux-là de gouverner sont quelque part ici en Occident. Donc c'est une chaîne. Tout le monde est coupable en fait. Tout le monde. Alors, je vais te lire les réactions. J'ai un petit souci technique, j'arrive plus à faire défiler les commentaires des gens, mais je peux quand même te les partager parce qu'ils sont intéressants. Patricia Dinga, vous êtes français dans quel sens, monsieur? Il semble que vos expériences de vie ont été en Afrique. Voilà, qu'est-ce que tu réponds à Patricia Dinga? Je dis bonjour à Je vais répondre à Patricia. Je peux répondre à Patricia? Oui. Alors, je vais dire à Patricia que le problème, c'est pas moi, le problème, c'est l'immigration de la jeunesse africaine vers l'Occident. Alors, je trouve un peu maladroit de vouloir s'attaquer à moi. Oui, je suis français, mes expériences sont en Afrique, mes expériences sont partout. Je suis journaliste français formé en France, je n'ai jamais travaillé dans le journalisme qu'en France. Je ne suis jamais allé travailler sur une chaîne en Afrique. Si oui, une seule fois, en 10 jours, j'ai présenté la Coupe d'Afrique des Nations 2012 sur la chaîne RT1 de Bruno Goussi. C'est l'unique fois où je me suis assis dans un fauteuil faire un travail en Afrique. Tout mon travail s'est fait en Occident, donc mon expérience professionnelle est totalement occidentale, rien à voir avec l'Afrique. Donc, et Patricia, il serait bien qu'on revienne au fondamental. Le fondamental, c'est ils ont vendu mon frère. C'est la situation de ces jeunes gens, ces jeunes Africains qui quittent leur continent pour un autre où tout est hasardeux, où tout est éphémère, où tout est hasard. Pourquoi partent-ils? Voilà la question qu'on doit tous se poser. Patricia, toujours là où en désaccord, c'est de maintenir un discours non fertile, comme vous dites que les jeunes partent parce qu'il n'y a plus d'espoir. Oui, moi je suis d'accord avec ce discours-là, il n'y a plus d'espoir pour beaucoup de jeunes. Il y a des personnes qui sont capables de rester et de te dire, et puis il y a des jeunes qui ont envie, et justement c'est ça être jeune, c'est envie de conquérir le monde et c'est tout à fait normal que nos jeunes veuillent quitter le pays pour aller faire des études. Parce qu'il faut qu'on a le droit de voyager et dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce qu'on est noir, on doit voyager dans des bateaux. Il n'y a aucune raison. Il y a aucune raison. Qu'est-ce que tu réponds, Jacques? Eugénie, hein? J'en connais qui sont syriens, qui ont aussi pris des bateaux à certains endroits. Mais je resterai sur le point des Africains. On peut stopper l'immigration africaine. Lorsque je tape sur mon pays, la France, j'ai d'autres exemples. Lorsqu'il faut sous-traiter des marchés, on les sous-traite en Chine. On les sous-traite dans les pays asiatiques. Historiquement parlant, est-ce que mon pays, la France, n'a pas des liens tissés avec les pays d'Afrique? Pourquoi n'y installe-t-on pas certaines usines de montage qui donneraient du travail à ces jeunes gens-là au lieu d'aller les installer au Bangladesh ou en Chine? N'y a-t-il pas de main-d'œuvre en Afrique? Justement, c'est la question que pose Adeline qui dit que elle a des hectares de terre au Cameroun. Elle demande à des jeunes de venir travailler l'agriculture. Ils vont pas accepter. Et puis aussi la question de trouver le capital. Le capital, c'est le 3 millions pour commencer. Voilà. Je vais dire à Adeline au Cameroun. Tout de suite, tout est lié au problème de mentalité. Est-ce qu'on a éduqué cette jeunesse pour lui faire comprendre que la richesse, c'est la terre? Je ne crois pas. Regardez, hier, l'exode rural n'était pas aussi élevé que celle qu'on connaît depuis ces 30 dernières années. Les jeunes restaient au village, plantaient des macabots, vendaient et tout. Aujourd'hui, ces jeunes ont même du mal à vendre parce qu'il y a un manque d'infrastructures. Eugénie, tu sais de quoi je parle? Quand on est à Bitam, au Gabon, on a du mal à rallier facilement Libreville pour vendre ses vivres, vrai ou faux? Le manque d'infrastructures fait que ces jeunes ne peuvent plus commercialiser les produits de leur travail qui restent et pourrissent et ils perdent de l'argent. Résultat, ils quittent les provinces, ils quittent les campagnes pour allier les villes et en ville, n'ayant pas d'expérience professionnelle, n'ayant pas un métier dans les mains pour vivre en ville, ils se retrouvent dans des ghettos, deviennent des braqueurs, deviennent des voleurs ou deviennent des passeurs ou des voyageurs qui vont échouer à Lampedusa. Le problème, c'est la mentalité. Le problème, c'est le système qu'il faut revoir. Et pour éduquer ces peuples-là, il faut que les gouvernants prennent le problème à bras le corps maintenant.
ils sont pour beaucoup fautifs dans ce qui arrive à ces jeunes gens-là. C'est pas une insulte que de le dire, c'est une réalité palpée sur le terrain. Le jour où quelqu'un pourra facilement partir de Bafoussam pour vendre son plantain à Douala ou à Yaoundé sans risquer de mourir sur ces pistes qu'on appelle routes, je suis sûr et certain que beaucoup de jeunes voudront aller planter du macabo ou du manioc ou consort. Et je suis sûr que ces jeunes pourraient en vivre. Manque d'infrastructures, manque de formation, manque d'éducation, manque de beaucoup de choses. Bon, alors, je rappelle que nous parlons du livre de Jackie Moifo, journaliste. Le livre vient de paraître. Il a pour titre « Ils ont vendu mon frère » ou « Le douloureux chemin de l'immigration ». Donc, tu es touché de plein fouet par ce phénomène. Hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Beaucoup de familles africaines sont concernées, sont touchées. On va y aller par étapes. Toi, qu'est-ce que tu proposes dans ton livre pour résoudre ce problème? Dans mon livre, j'interpelle ceux qui dirigent, ça je vous le dis depuis, hein, j'interpelle ceux qui dirigent ce pays, ces pays, hein, avec CES, hein, à prendre conscience qu'on ne peut pas stopper l'immigration tant qu'on ne permet pas à ces jeunes gens de s'épanouir dans leur pays. Je parle de mon exemple personnel. Je ne manquais pas d'argent quand je quittais le Cameroun. J'en avais, je travaillais. Mais seulement, sur le plan politique, c'était une catastrophe. Je ne pouvais plus vivre là. J'étais limite terrorisé par certains parce que j'étais bamileke. C'est une réalité. Donc tous ceux qui partent ne partent pas parce qu'ils ont forcément faim. C'est parfois parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans l'environnement dans lequel ils ont grandi qu'ils partent. Ce fut mon cas. Il y a 10 millions d'autres cas. Il faut aujourd'hui sensibiliser les pouvoirs politiques qu'ils mènent une réelle politique d'intégration interne déjà et qu'ils permettent à ces jeunes gens de s'épanouir dans leur pays en travaillant. Alors, Maven n'a te dit que la politique n'y fera rien. Il faut que les chefferies et les familles s'organisent, sensibilisent à travers les arbres à palabres. Est-ce que tu réponds à Maven Napte? Demandez-lui à un aveu dans quel pays elle vit. Là. Elle vit, ouais, je suis sûr qu'elle ne vit pas en Afrique. Qui lui a dit que les arbres à palabres existent encore en Afrique? On s'exprime aujourd'hui devant, plus autour des feux de bois ou des arbres à palabres, mais autour de la télé. Où est-ce qu'elle vit? Elle ne vit pas en Afrique, j'en suis certain. Encore des prototypes, des stéréotypes occidentaux qu'on implante en Afrique. C'est terminé ça. Alors, je le redis. Oui, mais qu'est-ce qui remplace? Il devrait y avoir des choses qui remplacent l'arbre à palabres. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, on parle autour de la télé. Ce qui est une aberration pour moi. Je peux faire éteindre la télé et parler à mon enfant. Mais bon, c'est une question d'éducation. Les télévisions devraient servir à cela. Je suis même pour qu'il y ait une forme de dictature en Afrique, qu'on interdise ces chaînes de télévisions occidentales qui pilulent partout en Afrique, que tous les Africains regardent. Je serai président d'un pays d'Afrique, je fermerai ce canal-là. Et avec les télévisions locales, j'éduquerai le peuple d'abord. Le peuple, nombreux parmi ces jeunes Africains ne sont pas encore prêts à suivre ces chaînes de télévision occidentales qui leur vendent du rêve. Pour cela, seuls les pouvoirs publics peuvent éduquer la population en prenant des décisions qui vont certes choquer, mais qui auront des résultats. Prenez le cas du Cameroun et du Gabon. La télévision est arrivée au Gabon en 1967, si je ne me trompe pas, Eugénie. Mais au Cameroun voisin, Aïdjo a dit, n'y ait pas les télés ici, il a fallu attendre 1985 et l'arrivée de Biya au pouvoir pour voir la télévision. Je peux te dire que nous qui n'avions pas vu la télévision en gamin, nous sommes beaucoup plus structurés intellectuellement que ceux qui regardent la télé, hein. Car à notre époque, on faisait quoi? On arrivait au village, on s'asseyait autour du feu le soir et on racontait des histoires. Chacun devait raconter une histoire cohérente. Quand tu te loupais, on te reprenait à côté en disant non, tu as loupé un mot. On se racontait ces choses qu'on appelait les tikitas. C'est ce qui a développé en beaucoup de personnes de ma génération la grosse mémoire. Aujourd'hui, la mémoire est plutôt dans les trucs qu'ils manipulent là et à la télévision. Donc, il faut éduquer le peuple. Nous sommes dans des zones équatoriales avec la potentialité d'une économie verte et l'artisanat à développer et réinventer ou inventer pour chercher d'autres systèmes endogènes afin de créer et donner du travail. Voilà, Patricia Ninga.
Je suis d'accord avec Patricia Ndinga. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais Oui, je t'écoute. Qui doit installer ces systèmes-là? Qui doit installer, qu'est-ce qu'elle disait dans sa phrase déjà? Tu l'as enlevée, je ne la lis plus. J'aimerais bien la revoir, la dernière phrase. Je vais la remettre parce qu'il y a beaucoup de réactions. Alors, voilà. Je vais la remettre. Voilà, développer ou réinventer pour chercher d'autres systèmes indigènes afin de créer et donner du travail. Qui doit favoriser l'émergence d'un tel système? Ce sont les dirigeants ou pas. C'est pas le Gabonais, le Camerounais, l'Ivoirien lambda qui va faire émerger un tel système. Il faut une politique cohérente, n'est-ce pas? Comment je veux dire, le mot technique m'échappe. Tu mises trop sur les dirigeants. Or, nous tous, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas tout faire et que parfois, ils ne savent même pas faire. Écoute, moi, j'ai été sidéré. La première chose qui m'a sidéré, moi, c'est quand on découvre cette horreur en Libye, qu'il n'y ait pas au sein de l'Union africaine, qu'il n'y ait pas un dirigeant africain. Oui, ils ont réagi, hein. Le président Alpha Condé a réagi, il était en voyage, il n'était pas au courant de la situation. Déjà, c'est même pas normal qu'un président ne soit pas informé de ce qui se passe dans le monde, dans son pays. Bon, sûrement il est au courant de ce qui se passe dans son pays, mais de la situation des Africains dans le monde, déjà. Réaction, mais il y a eu des réactions, c'est sûr, mais ils étaient complètement déconnectés de la réalité, quoi, de ces Africains qui quittent le continent africain, déjà. Il n'y a pas un communiqué de presse, il n'y a pas des, l'Union africaine, je ne sais pas si elle a produit un document, je ne sais pas s'il y a un président africain qui a osé, et de façon significative, dire non, c'est non. Si ça a été fait, en tout cas, moi, je l'ai pas vu vraiment. Je l'ai pas vu. Donc, déjà ça, être dans une espèce de compassion, de dire, voilà, quand ici, un citoyen français est victime de je ne sais quoi, quand le président doit réagir, il commence d'abord par être dans la compassion. Oui. Mais on n'est même pas capable de ça en Afrique, le continent où on dit qu'on est dans la solidarité. Tu veux que je te réponde? Quelques-uns parmi ces dirigeants africains sont prompts à venir à Paris marcher et pleurer sur quelques morts et devenir tous des charlots, mais sont incapables de voir pour le voisin qui est mort chez eux. Je pense qu'ils le sont, ils sont comme nous aliénés quelque part. On a beau être au sommet, ils sont tout aussi aliénés, sinon plus. Toujours l'attrait des Blancs, ils sont meilleurs que nous. Il y a tout ça aussi. J'ai envie de dire quelque chose à Patricia Ndinga. Pour un Français, parler de dictature pour le bien du peuple, c'est antinomique. D'accord, Patricia. Je vais te faire remarquer qu'en Europe, on ne peut pas parler de dictature car la population est à 90% scolarisée et éduquée. En Afrique, dans certains pays, c'est déjà une réussite si on atteint les 30% d'éduqués. Il faut une dictature éclairée dans certains pays d'Afrique pour éduquer le peuple. Un peu comme Thomas Sankara le fit en ce temps. Un peu comme Kagame actuellement. Un peu comme Kagame aujourd'hui. Le peuple est éduqué, les infrastructures suivent, il prépare le lendemain. Quand Kagame partira, ben le Rwanda sera sur une bonne route déjà. Alors il a fallu une dictature kagaméenne pour installer le Rwanda, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans d'autres pays d'Afrique, il vaudrait mieux avoir une dictature qui permette n'est-ce pas, d'asseoir un socle acceptable sur le plan infrastructurel, éducatif et autres, avant même de parler démocratie. Vous parlez démocratie, un peuple qui a même faim, qui n'a pas à manger, qui ne peut pas s'éduquer ni se soigner. Ne vaut-il pas mieux une dictature à la Kadhafi pour que ce peuple-là soit éduqué, pour que ce peuple-là soit soigné? À quoi cela sert d'avoir quelqu'un à la tête du pays pendant 20 ans, 30 ans, pendant que les populations vivent dans des taudis et meurent de paludisme au bout de 30 ans? Ça sert à quoi? Alors, Patricia Ndinga encore, nous sommes maintenant dans des communications de lobbying pour faire rencontrer les industriels et le peuple par le travail des scientifiques. Et bien entendu, les pouvoirs publics ne doivent pas être en marge. Voilà, donc des propositions de solutions. Hein. Qu'est-ce que tu réponds à Patricia Ndinga? D'accord, Patricia, les pouvoirs publics ne doivent jamais être en marge. Si on les mettait en marge, c'est comme si on a décidé que le pays n'a plus de dirigeants.
Les pouvoirs publics doivent être là, ils doivent accompagner tout ce qui peut concourir à élever le niveau de vie de leur pays, à apporter du développement, à apporter des emplois dans leur pays. Les pouvoirs publics doivent encourager, appeler tous leurs vœux pour que ces investisseurs-là viennent. Je suis totalement d'accord avec elle, il n'y a pas de souci. Olivier Mba, y a-t-il d'autres Bamileke qui vivent en toute quiétude au Cameroun? Est-ce que la discrimination contre les Bamileke est systématique au Cameroun? Monsieur Olivier Mba, j'espère que je vais pouvoir vous appeler mon frère et que vous en ferez autant. Je suis un natif de Mvokada et à ce titre, je me considère comme étant un Mvokada, donc un Mba est mon frère. Voilà. Il y a d'autres Bamileke qui vivent en toute quiétude au Cameroun, mais il vaut mieux être du bon bord et du bon côté le plus souvent. Moi, je parle de mon histoire. Mon histoire n'est celle d'un Bamileke que s'il l'a vécu ou bien s'il se l'approprie. Mon histoire n'est pas circonscrite à tous les Bamileke. Voilà, j'ai le droit de dire ce que j'ai vécu. Lorsque mon frère du quartier Ambara vient m'agresser avec une arme, m'empêchant de vivre chez moi, là où je naquis, casse ma porte, prend mes biens, mes effets et revient me vendre mon t-shirt, je n'ai même pas le droit de déposer une plainte au commissariat du 3e arrondissement à Yaoundé parce que je suis un gueule-fils. Je me demande si je suis aussi Camerounais en ce moment-là. C'est une réalité. Alors, pour ton information, ce même Ambara a été abattu par les Antigans le 11 novembre 1997 au Carrefour Cornier parce qu'on en avait marre qu'il soit qu'avec son arme, il terrorise les populations. C'est une réalité. Alors, merci à Patricia Dinga de réagir. Alors, je rappelle que si vous souhaitez être invité dans le live d'Eugénie, eh bien, vous me faites signe, vous me contactez inbox. Patricia, je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Si tu as un sujet de prédilection, eh bien, tu me fais signe et tu seras la bienvenue dans le live d'Eugénie. Vous également qui nous regardez actuellement et qui participez à ce débat. Alors, je rappelle que je reçois Jackie Mwafo. Il est journaliste, donc c'est mon confrère. Et il vient nous livrer son premier livre. Ils ont vendu mon frère ou le douloureux chemin de l'immigration. Alors, d'autres réactions? Toujours Maven Napteux, depuis qu'on interpelle les dirigeants, rien n'y fait. Essayons d'autres moyens. Moi, je suis d'accord avec Maven Napteux. Maven Napteux, je suis aussi dirigeant avec toi. Je suis aussi d'accord avec toi. Pardon, c'est un lapsus. J'espère que je deviendrai dirigeant un jour. Je suis certain que les choses changeraient si je l'étais. J'essaye de faire autre chose, Maven. C'est la raison pour laquelle Yannick Nambo et moi avons décidé d'écrire ce livre que les éditions Fauve de Yves Michelon a bien voulu publier, la sensibilisation. Maintenant, à vous d'être des relais pour nous sur le terrain. J'espère, Maven Napteux, que tu achèteras ce livre, que tu le liras et que tu en parleras autour de toi. J'espère qu'un jour tu m'interpelleras afin que je puisse discuter avec les jeunes. Je suis prêt à mettre qu'on veut de moi pour en discuter avec les jeunes. Ça ne pose aucun problème. Ce serait ma contribution. Le livre coûte 17 €. Non, 14. 14 €. 14 €. Voilà. D'accord. Oui. Alors, Patricia Dinga, toujours, c'est grave vos propos en tant que Français, réclamer qu'il serait bien une dictature à la Kadhafi pour le peuple. Qu'est-ce que tu réponds, Jackie? Patricia, je pense que tu veux verser dans la polémique. Et si tu veux la polémique, je suis prêt à aller te rencontrer où tu veux pour qu'on polémique correctement. Comme manger un bout après et que chacun reprenne sa route. Je suis certain que Kadhafi faisait plus de bien à son peuple que ce qu'il se passe aujourd'hui. Alors, il vaut mieux vivre dans un pays qui est à 95% éduqué, qui est gratuitement soigné, dont les richesses du pays sont partagées. Je te garantis que je suis allé en Angleterre prendre des cours d'anglais au Richard Language College, sans faire de pub, où mes camarades libyens venaient de Libye, avaient des bourses pour venir étudier et tout. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que les Libyens puissent encore se permettre un tel privilège. Alors, il vaut mieux une dictature à la Kadhafi que le chaos libyen. Si Kadhafi n'avait pas été assassiné, je doute fort que nous ayons cette situation en Libye aujourd'hui. Tu n'es pas d'accord avec moi là-dessus, Eugénie? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Voilà, tout simplement. Bon, alors il est 16h34, Jackie. On va bientôt terminer cette émission. Je sais que tu as d'autres rendez-vous dans d'autres médias pour sensibiliser sur cette question. On espère que tu vas retrouver ton frère. Et les autres? On espère que
et les autres. On espère que les autres aussi seront retrouvés. Qu'est-ce que tu conseilles aux familles, justement, qui cherchent un frère, une sœur, une mère, une tante, un oncle, un enfant? Qu'est-ce que tu conseilles? Et puis, on n'a pas parlé aussi de ces Libyens, justement, ces tortionnaires. On n'en a pas parlé. Est-ce que tu l'abordes, justement, dans le livre? Je l'aborde dans ce livre, dans la dernière partie, hein, la partie où suis-je au gardien de mon frère. Je pose une question. Qui, au fond, a vendu les Félix? Les Félix sont tous ces jeunes gens-là. Qui les a vendus? Est-ce le système? Est-ce ces Libyens plongés dans le chaos sarkozien? Est-ce les dirigeants africains? Au fond, qui est coupable? Je vais vous laisser découvrir dans mon livre la réponse. Et je vois Mavé Nafteux qui, malheureusement, écrit mal mon nom. Je vais lui indiquer comment cela s'écrit. M-O-I-2-F-O. Donc, M, moi, faux. Quand tu dis que ce sont les médias qui éduquent, je ne pense pas, puisque les églises dites de réveil ne se sont pas partagées en Afrique grâce aux médias. Ben oui, c'est parce que les pouvoirs publics ont permis à ces églises de s'installer de manière anarchique en Afrique. Je vais te dire, ma chère Nafteux, qu'en 2015, j'étais au Gabon lorsque notre consoeur Eugénie et moi, Denise Boukandou, m'avait interpellé pour monter une de ces émissions Afrique-Ami qu'on allait diffuser sur Gabon Télévision. Et là, à ce moment-là, un sénateur gabonais venait de déposer un projet de loi pour encadrer ces églises réveillées, endormies ou couchées au Gabon. Alors, en réalisant cette émission de Denise Boukandou, je m'étais rendu compte d'une seule chose. Dans ces églises réveillées ou endormies, la majeure partie des personnes qui entrent en transe ne sont que les femmes. 9 sur 10 sont des femmes. J'avais posé la question, j'avais sous-titré, mais comment cela se fait? Est-ce que cela signifie que les femmes pêchent plus que les hommes? Point d'interrogation. Alors, il faut comprendre, ces églises sont installées, ont profité du vide et de l'anarchie orchestrée par les gouvernants. J'ai donc travaillé sur ce sujet-là en France, au Gabon, donc sur 2 continents différents. Le mercredi 15 juin 2005, je donne bien la date, mercredi 15 juin 2005, je défie chacun de regarder sur Google, vous verrez que la date tombe nette. J'étais envoyé, je bossais à l'époque pour Direct 8, et j'étais envoyé dans la ville de Troyes, qui est à moins de 200 km de Paris, pour mener une enquête sur les églises. Tenez-vous bien, 80% des églises dans cette ville sont fermées, les toiles d'araignée sont partout parce que personne ne les fréquente plus. Ben, en Afrique, on va les installer, on vend du rêve aux gens à travers les belles paroles, comme disait Patricia Cass, vous qui vendez des mots, des mensonges en musique. C'est ce qui se passe dans ces églises réveillées-là. Réveillez-vous, mettez-vous au travail, faites autre chose, faites du bien autour de vous. Les Africains, vous n'avez pas besoin de religions que vous n'avez jamais créées, qui vous ont été imposées pour vous spolier, pour vous esclavagiser et tout. Vous n'avez pas besoin de cela. Alors, tu sais que c'est un gros sujet et que ça va créer une guerre de religion. Tu fais la guerre de 100 ans en Europe, eh bien, je pense que ça, c'est le gros challenge de l'Afrique. Oui. C'est le gros challenge à venir. C'est nous qui enquêtons depuis l'existence de ce phénomène, ça fait 30 ans. Aujourd'hui, l'Afrique est à un point où, je sais pas, il y a plus d'églises dans les quartiers que d'écoles. Il y a plus que d'écoles. Et les gouvernants laissent faire ça parce qu'ils ne savent pas résoudre les problèmes des gens. Moi, j'ai souvent l'impression que ceux qui vont dans les églises ont juste des problèmes psychologiques, en fait. Il faut les accompagner. Et des problèmes aussi d'accompagnement. Et puis, nous sommes des êtres spirituels. Il faut le concéder. Mais je pense que il y a vraiment du ménage à faire. Mais il faut dire aussi que j'ai rencontré des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont vraiment pétris de leur mission d'hommes de Dieu. Ça, il faut le dire aussi, hein. On va pas jeter tout le monde dans la mer, non, c'est pas ça. C'est simplement de dire qu'il y a du ménage à faire. Il y a vraiment du ménage à faire. Je pense que celui qui fait le bouiti au Gabon, tout comme celui qui fait le vaudou au Bénin, est aussi un homme de spiritualité. Alors, il serait peut-être bien que nous nous retournions, que nous regardions ce que nous avons laissé derrière nous. Car il y a du bon dans toutes les religions. Il y a du mauvais dans toutes les religions. Tout dépend du choix qu'on fait. Voilà, tout simplement. Oui, c'est un grand chantier. Il va falloir s'y attaquer, car ces religions-là ne font pas du bien au peuple du tout.
ces religions font plus de mal au peuple que du bien. Oui. Alors, une question de Patricia Dinga. Kagame a fermé plus de 6000 églises et une centaine de mosquées. Voilà. Bon, allez, Patricia, alléluia. On est ensemble, on est enfin d'accord, toi et moi, Patricia. Oui, il fallait fermer ces églises. Je pense que je serais dirigeant d'un pays africain, je fermerai toutes, même celles des catholiques, même si je sais que ça grondera dans mes oreilles, je fermerai toutes ces églises. On n'en a pas besoin en Afrique, car je n'ai jamais entendu l'église se lever et être contre une situation politique catastrophique en Afrique. Ça parle en RDC, l'église catholique se lève souvent. On l'a vu tout récemment. Hein, il y a des chrétiens qui ont été... certains sont morts parce qu'ils dénonçaient le système de Kabila. L'église, moi je parle de l'église catholique, hein, donc que je connais. Bon, il y a des dérives, ça c'est sûr. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Patricia demande combien de pages fait le livre. Le livre fait 122 pages. Je viens de le lui montrer, Patricia. Donc, il est facile à lire. Hein. Tu vois, c'est pas serré. Le livre est très facile à lire. Hein. Très facile à lire. Donc, je pense que pour une grande lectrice, et je suis sûr que tu en es une, ça te prendrait quoi, 2 heures de temps au maximum, et le livre sera lu. Le plus important étant de s'approprier les bonnes questions, les questions que l'on y pose, tout simplement. Voilà, le mot de fin. Jackie, je te remercie infiniment pour ce débat passionné, pour ton livre. On espère qu'on va retrouver ton frère et que d'autres vont être retrouvés et que cette émission va permettre de sensibiliser un tant soit peu les familles. Ne laissez pas vos enfants s'égarer, ne les laissez pas partir. Maintenant, quand je dis ça, ça ne résout pas le problème. S'il n'y a pas à manger à la maison, si les routes sont, s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de boulot, moi je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, et là je m'en réfère à une personne comme Adeline Nini, qui est chef d'entreprise au Cameroun, qui a des hectares de terre, qui cherche des Camerounais pour l'aider qui veulent du travail. Voilà, je pense qu'il faut se mettre ensemble. Il faut utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux pour se mettre ensemble, pour créer des synergies. Parce que quand on commencera à être autonome, quand on commencera à déjà produire notre propre nourriture. Oui. Je donne un exemple, Jackie. Oui. J'ai des amis camerounais qui vont au Cameroun passer des vacances. Et ils sont sensibilisés sur ces questions-là. Ils sont tous les deux écrivains. Ils arrivent au Cameroun, donc je pense à Yaoundé, et puis ils sont là pour y passer 3 mois. Donc ils se disent, plutôt que d'aller acheter la nourriture au marché, ils commencent à faire leur jardin. Oui. Et ce sont leurs propres parents qui se moquent d'eux en disant, mais comment des gens qui vivent en Europe, ils vont venir planter un jardin pour les produits vivriers. C'est le monde à l'envers, tu vois, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Donc, apprenons à consommer d'abord nos produits. Apprenons à être autonomes. Parce que finalement, si on avait à manger chez soi, si on cultivait notre propre jardin, si on était autonome déjà, si oui. on respectait les agriculteurs, hein, si on faisait comme eux, on avait notre propre jardin, et ça commencerait à résoudre le problème. Si ces pays-là avaient tous atteint l'autosuffisance alimentaire, si la répartition sur le territoire était bien gérée par les gouvernants, je suis sûr que beaucoup ne partiraient pas de leur province pour rejoindre les grandes villes. Je l'ai dit dans cette émission, on manque d'infrastructures qui pourraient permettre aux macabos de partir d'un coin du Gabon pour l'autre, aux plantins de partir d'un coin du Cameroun pour l'autre. Il faut que les dirigeants fassent leur boulot, le boulot pour lequel ils sont là. Ils ne sont pas là pour s'enrichir. Ils ne sont pas là pour mettre l'argent dans les comptes offshore ou dans les comptes en Suisse. Ils sont là pour travailler pour la population. Un homme, un dirigeant digne est celui qui travaille pour le peuple. C'est pour cela que malgré tout, je salue la dictature de Kagame, n'en déplaise à ma sœur qui me fustige d'encourager certaines dictatures et pas d'autres. Voilà, tout est là. Donc, lisez, achetez le livre de Jackie Moifo, Ils ont vendu mon frère. Donc, on le trouve sur Amazon, c'est bien ça? On peut le trouver sur Amazon. Pour ceux qui sont loin de la France, on peut le trouver en France sur le site de la FNAC et sur le site de Fauve Édition, Fauve-du-6, édition, Fauve avec S-du-6, édition.fr. On peut le trouver dessus, donc 3 sites pour l'acheter.
Amazon, Fnac, Fauve Édition. Et pour ceux qui sont en Afrique, qui ne peuvent pas acheter avec une carte bleue, il suffit de me contacter via jmtvplus.com et commander un lot que je peux envoyer par poste, tout simplement. J'enverrai tous les liens, l'image du livre sur cette page, sur Bota News et Côte d'Ivoire.news. Jackie, je te remercie infiniment. Alors, j'ai quelques annonces à faire avant qu'on se quitte. Alors, allez voir le Nadia Tamo qui vend un billet d'avion pour le Sénégal. Donc, s'il y a des personnes qui veulent aller au Sénégal, elle vend ce billet, elle le brade carrément, donc elle m'a demandé de l'annoncer. Donc, il y a un billet d'avion pour le Sénégal. Il y a le concours Black Leaders. Allez sur mon compte Insta, Eugénie Dieki, tous les jours, donc de mardi à vendredi, je donne des indices qui permettent de découvrir le leader de la semaine. Donc, allez sur mon compte Insta et vous pouvez participer au concours et gagner une interview promotionnelle de 30 minutes sur Bota News. Et puis, mercredi prochain, non pas mercredi prochain, vendredi déjà, nous recevrons deux Gabonais, un jeune chef d'entreprise, il s'appelle Didier Simba, et un artiste gabonais. Je sais que tu connais bien le Gabon, Jackie. Je salue tous mes amis du Gabon, Arnold Joug, je salue papa Pierre Claver Akendengue, que j'ai pas revu depuis 2 ans. Je salue Florence Bani, je salue Mathieu Kumba, je salue tous mes voisins je commence à oublier d'Agondje, à Kanda, bien entendu. Donc, je salue tous ceux qui me regardent du Gabon. Et je vous prie de croire que vous avez un très, très beau pays et que nous y travaillerons un jour pour que la paix revienne dans ce pays, pour que la quitter revienne dans ce pays, pour qu'on y vive ensemble. J'en profite pour demander à Adeline, si tu me permets, Adeline Nini, je prie Adeline de me contacter via mon site internet jmtvplus.com. Je vais faire l'interview d'un Camerounais de la diaspora en Allemagne dans quelques jours qui prend dans ce sens et qui va se rendre au Cameroun. Je souhaiterais les mettre en contact afin qu'elles voient s'ils ne peuvent pas faire quelque chose ensemble et lui aussi prendre l'agriculture à outrance. Voilà. Tout à fait. Et je pense que, voilà, Adeline, j'espère que tu es toujours à l'écoute. Donc, on te lance cet appel. Donc, on est là pour créer des synergies. Merci. Alors, c'est Eugénie d'Africa. Oui, c'est bien moi, Salim Joa, c'est bien moi, sur Bota News et sur Côte d'Ivoire.news. Salim Joa, voilà, merci encore. Tu le connais? Non, son nom, Joya, c'est le nom du roi Bamoun. Le sultan Bamoun, c'est Joya. Ibrahim Bonbon Joya. Donc, tout Joya et Bamoun. Voilà. Jackie? Oui, Eugénie. Merci infiniment. C'est bon. On pourrait même rester là, de toutes les manières. On pourrait rester là. Je reviens quand tu veux. Si quelqu'un me demande, je reviens. Tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Eugénie. Surtout qu'on peut contacter d'autres interlocuteurs partout dans le monde. Oui. Voilà. Avec ce système. Merci beaucoup. Merci, Jackie. À très bientôt. Salut aux internautes. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.